devenir un bon joueur d'échecs, il ne suffit pas de savoir gagner les positions gagnantes, mais peut-être encore davantage de ne pas perdre ces positions perdantes. Bonjour, je m'appelle Guillaume Lestrin et je suis entraîneur d'échecs. Aujourd'hui, je vous propose d'ajouter une nouvelle arme à votre arsenal défensif, la forteresse. C'est une position dans laquelle le joueur en défense, sans plus aucune ressource pour être actif, se retranche derrière une dernière idée, celle d'ériger un mur inexpugnable, infranchissable, sans aucune faille ou case de pénétration, et ainsi demander à l'adversaire comment peux-tu encore essayer de gagner. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir quelques-unes des forteresses les plus basiques à connaître et qui pourront vous aider à sauver quelques-unes de vos parties. Commençons avec cette forteresse qui est probablement l'une des plus connues et également l'une des plus utiles à connaître pour le joueur de tournoi. C'est une forteresse dans laquelle le joueur en défense arrive à tenir avec un roi nu contre un pion, un roi et un fou, ce qui est un matériel gigantesque. Alors évidemment, pour que ça fonctionne, il va falloir que la position recèle quelques spécificités. Notamment, le pion en question doit être un pion du bord. Et également, il faut que le fou de l'adversaire ne puisse contrôler la case de promotion. Alors, vous allez voir ici, par exemple, que le roi des blancs ne peut faire de progrès puisque un simple mouvement sur le bord va mettre le roi adverse patte. Ensuite, si le roi recule, évidemment, il laisse un petit peu d'air au roi en défense, assez d'air pour qu'il puisse vivre, et avec aucun moyen de le déloger de cette petite forteresse de deux cases, G7 et H8. C'est une ressource qui va vous permettre de tenir dans des finales dans lesquelles, par exemple, vous vous retrouvez en défense avec une pièce légère contre un fou et deux pions. Et vous allez pouvoir envisager le sacrifice de votre dernier cavalier ou de votre dernier fou contre le pion gênant qui va rester peut-être sur une colonne D, E, F, et de rester avec ce matériel précis, un pion du bord et un fou adverse incapable de contrôler la case de promotion. Pour introduire le second exemple, je vous propose d'abord de regarder cette position totalement perdante pour les noirs, 6-7 au blanc de jouer. Il suffit en fait de jouer le roi sur le côté et de pénétrer ainsi sur la 8e rangée afin de repousser le roi adverse loin de son pion et de gagner grâce à notre pion qui va devenir un pion passé. Le roi se retrouve obligé d'aller en D8, on pénètre en B8 et on le repousse grâce à un zugzwang de plus en plus loin jusqu'à ce qu'enfin il abandonne son pion et qu'évidemment on n'ait plus rien à faire de compliqué pour réussir à promouvoir le nôtre et à gagner avec le roi et la dame. Ce genre de position devient beaucoup plus intéressant pour le défenseur si les pions sont sur le bord. Et vous allez voir ici que malgré la pénétration certaine du roi des blancs, il n'y a rien à faire pour réussir à gagner cette partie. Le roi peut venir en D7 et essayer de pénétrer via E8 au prochain coup. Mais le problème, c'est évidemment que dans cette position, se rapprocher équivaut à accepter le patt et donc le match nul. Voyons si vous avez compris. Je vous propose de résoudre cette position. Les noirs au trait jouent et font nul. La solution est extraordinaire. On va jouer G5 et offrir notre dernier pion à l'adversaire, car il peut le prendre avec la prise en passant. Mais s'il le fait, on va pouvoir jouer roi G7 et auto-bloquer le fou de l'adversaire entre son pion et les cases attaquées par notre propre roi. C'est une seconde forteresse que je vous fais découvrir, puisqu'après roi H8, on ne peut progresser avec le roi en F6 car c'est patte. Et si on essaye de faire le tour, il n'y a simplement aucun moyen de déloger le roi de ces deux cases G7 et H8. Revenons en arrière. Après G5, les blancs pourraient également essayer de retarder la capture de ce pion et de le gagner grâce à un zugzwang simplement un petit peu plus tard. Par exemple en jouant roi G4, roi G7, fou D3. Et maintenant on peut même donner le pion avec par exemple roi F7, car après roi prend G5 et roi G7, on se retrouve dans la position que nous connaissons avec l'accès aux cases H8 et G7 pour le roi, et c'est la forteresse célèbre que nous avons vue tout à l'heure. Le concept de forteresse est utilisé par les meilleurs joueurs du monde depuis de très nombreuses années afin de tenir dans les positions les plus difficiles. Nous allons aujourd'hui découvrir un exemple dans lequel Magnus Carlsen a tenu contre Hikaru Nakamura et a ainsi remporté un tournoi important de la saison 2020 du plus haut niveau. Lors de la finale du Magnus Carlsen Chess Tour 2020, Hikaru Nakamura avait les pièces blanches contre justement le champion du monde Magnus Carlsen. Celui-ci n'avait besoin que du match nul pour remporter le titre. Et ici, il a une position qui est très difficile. Les blancs ont un cavalier qui est beaucoup plus fort que le fou adverse, notamment parce que la position est plutôt bloquée. Et ce cavalier dispose de cases solides sur lesquelles essayer de s'ancrer pour créer des menaces chez l'adversaire, ainsi que d'une cible directe avec ce pion faible en E5.
Dans un premier temps, Magnus Carlsen va opter pour une défense active. Il va s'en prendre au pion faible de l'adversaire en F3. Il va jouer tour H3, ciblant ce pion. Les blancs vont centraliser leur tour et profiter de la présence de la dame adverse sur la colonne D pour jouer tour D1, dame E7. Et maintenant, Hikaru va essayer de jouer cavalier D3 pour s'en prendre au pion E5, l'une des faiblesses de l'adversaire. Alors, pourquoi a-t-il laissé le pion F3 en prise? Tout simplement parce que si on le capture avec la tour, il y a un coup très fort, cavalier C5, qui fait échec et qui va permettre aux blancs de récupérer la tour. Les noirs ont donc l'air d'être en mauvaise posture ici. Après une petite réflexion, Magnus Carlsen va décider de tout de même prendre ce pion en F3. Et Hikaru va décider de ne pas récupérer la qualité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après cavalier C5 et dame prend C5, certes il récupère la tour en F3, mais la position a beaucoup changé. Comme on va le voir après le coup fou C6 pour illustrer la situation, les blancs n'exercent plus du tout aucune pression sur le pion E5 des noirs, mais de leur côté, les noirs ont pu améliorer leur fou, qui cible maintenant un pion très faible en E4, et les noirs disposent d'un pion extrêmement fort en F4, un pion passé protégé, qui va leur permettre d'avoir un fort contre-jeu, notamment parce que leur dame a également beaucoup de voies d'accès différentes pour essayer de le soutenir ou créer des problèmes sur le roi. Donc, après tour prend F3, Hikaru Nakamura a finalement opté pour dame prend E5, gagnant immédiatement le pion faible de l'adversaire. Et ici, Magnus Carlsen va commencer à orienter sa défense sur le thème de la forteresse. Il va jouer un sacrifice intéressant avec tour prend cavalier, supprimant le défenseur de la dame blanche et forçant les blancs à accepter le don de la dame noire. Et après dame prend tour et roi B2, on se retrouve dans une situation qui a une nouvelle fois beaucoup changé. Ici, les blancs ont l'avantage matériel, les noirs pourront-ils défendre cette position? Cela va dépendre de leur capacité notamment à garder leur roi en sécurité et également leur capacité à stopper le pion passé des blancs qui se trouve en E4. Après fou C6, E5, à noter qu'ici les blancs pourraient tenter d'ouvrir la position du roi noir avec le coup C5, mais les noirs ont un moyen très simple pour éviter de mettre leur roi en danger avec le coup B5 qui garde la position de l'aile dame complètement fermée. C'est pourquoi Hikaru Nakamura a donc décidé de jouer E5 et d'essayer de pousser son pion le plus vite possible. Mais après F3, on va voir que les noirs ont aussi un pion passé très fort, solide, soutenu par le fou en F3, qui va leur permettre de créer du contre-jeu. Après quelques coups comme dame F6, tour D2 et E6, on va voir que le concept de Magnus Carlsen est très clair. Il va pouvoir jouer la tour sur la colonne du pion passé adverse et à l'aide de son fou, créer une case de blocage directement sur la case de promotion qui va permettre de stopper ce pion. Et après quelques coups, avec F2, E7 et maintenant il faut jouer tour E2, dame F7, Magnus Carlsen va pouvoir s'en sortir à l'aide d'une première petite pointe tactique en sacrifiant la tour. Tour prend E7. Évidemment, si on accepte le sacrifice avec dame prend, on se retrouve avec une mauvaise nouvelle de l'autre côté. Le pion des noirs arrive lui à promotion. C'est pourquoi après tour prend E7, Nakamura a dû prendre le pion en F2. Et on se retrouve dans une situation dans laquelle il reste très peu de pions, tous du même côté. Les noirs espèrent garder la position de leur roi le plus sûr possible et éviter un maximum d'échanges qui pourraient le mettre en danger, le mettre à portée d'un échec, qui pourrait permettre de capturer par exemple leur tour. Et grâce à ce fou puissant placé en C6, ils disposent également de cases solides où positionner leur tour. Nakamura va bien essayer de créer quelques menaces, mais rien à faire. Carlsen va garder son sang-froid, garder sa tour solide, notamment sur la 6e rangée, et c'est pourquoi Nakamura va commencer à pousser ses pions pour essayer de créer du danger sur le roi adverse. Échec, roi C1, la tour revient sur la 4e rangée, et dame F7, gardant un œil sur le pion C4, avec une idée derrière la tête, celle de commencer à ouvrir la position du roi noir à l'aide du levier B4. Tour échec, roi D2 et la tour revient en E4. Il est temps donc pour les blancs de tenter leur chance avec B4. Magnus Carlsen a joué pion prend B4, pion prend B4. Comment arrêter les pions blancs? B5, et ici il est inutile d'essayer de croiser les pions avec le coup C5 car le roi noir resterait complètement en sécurité en B7. À la place, Hikaru a tenté d'ouvrir la position du roi noir avec la prise, et ici Hikaru Nakamura joue dame D5 avec une pseudo-fourchette entre le roi noir et la tour, mais il y a évidemment fou C6 qui protège tout. Le retour de ce fou qu'on voit depuis le début extrêmement solide et important dans la défense des noirs.
Dame C5 et Hikaru est prêt à jouer B5. Donc, Magnus Carlsen se regroupe sur la 6e rangée avec tour E6, roi C3, on mobilise le roi pour la finale, tour D6 et B5, fou D7, et on va voir que Magnus Carlsen a déjà en tête un setup qui est infranchissable pour les pièces blanches. On va avancer un petit peu et après Dame E5, fou C8, roi C4, tour B6, la finale est impossible à gagner pour les blancs. Roi C5, roi B8, Dame E8, tour E6, Dame F8, tour B6. Hikaru Nakamura réalise qu'il ne pourra pas passer et la partie s'achève par le match nul, synonyme de victoire finale pour Magnus Carlsen dans ce grand championnat. Retrouvons maintenant le champion du monde dans un second exemple dans lequel il change de camp et se retrouve dans celui qui essaye de gagner en brisant la forteresse de l'adversaire. Il est ici opposé en 2018 lors du Memorial Gashimov à l'ancien champion du monde Vesselin Topalov. Et il a un grand avantage car il a une dame puissante, un roi adverse facile d'accès et un pion passé très dangereux sur la colonne C. Les noirs n'ont pas encore eu le temps d'établir une réelle blocade sur la 6e rangée, avec par exemple tour F6 qui permettrait de jouer le fou en C6 et d'espérer tenir la position. Magnus va tout de suite pousser son pion avec C6 et Topalov va tenter son va-tout en sacrifiant immédiatement le fou. Dame G6 échec, roi G8 et dame prend fou. Et ici, les noirs n'ont pas capturé le pion en F5 car après tour prend F5, les blancs ont dame E6 échec, forçant tour F7 et après roi prend G4, les blancs menacent notamment d'amener le roi simplement en G6 pour capturer la tour adverse qui est clouée. Et il n'existe que 2 méthodes pour s'en sortir. Pousser et donner le pion G afin d'obtenir la case G7 pour le roi. Ceci n'est pas du tout acceptable car la finale qu'on obtient après G5 roi prend est une finale roi-dame contre roi-tour théoriquement gagnante pour les blancs. Il reste donc roi F8 et après dame C8 échec, roi E7 et roi G5, on voit bien que les noirs n'ont pas de blocade. Ils ne sont pas du tout en place pour réussir à arrêter les blancs. Le roi va se mettre à menacer immédiatement les pions adverses. La dame va pouvoir encercler ce pion en G7 et une fois qu'il tombe, c'est la fin pour les noirs. Ici, Topalov a donc joué tour F6 et après dame E8 échec, roi G7 et roi prend G4, il espère toujours avoir une forteresse. Malheureusement pour lui, après tour H6, Magnus Carlsen a démontré qu'il connaissait le plan de victoire, que je vous invite à chercher. Vous pouvez mettre pause et essayer de trouver le plan gagnant pour les blancs en quelques coups. Et voici la solution. Il joue roi F4, tour F6, il n'y a rien à faire pour les noirs, roi E5, tour H6, et le coup gagnant, qui force l'abandon de Topalov, est dame E6, un magnifique sacrifice de la dame. On peut très vite comprendre que l'acceptation du sacrifice est une très mauvaise idée, car après tour prend, on joue pion prend, et maintenant pour rentrer dans le carré du pion, il faut jouer roi G8, mais les blancs ont tout ce qu'il faut pour pouvoir escorter ce pion à dame avec roi D6, roi F8 et roi D7, avec une victoire simple. Si on ne prend pas la dame, que faire? Si on continue de jouer tour F6, les blancs vont simplement jouer dame prend F6, pion prend, roi G8, roi E7, et comme on l'a déjà vu, le roi ici escorte facilement le pion jusqu'à la promotion. Donc après dame E6, il ne reste qu'une solution au noir, ce serait de jouer la tour quelque part sur la colonne H. Et dans ces cas-là, les blancs peuvent parvenir à échanger les pions à l'aide de dame E6 échec, roi H8, F6, et c'est terminé. Plus rien ne peut empêcher l'échange des pions, après quoi la finale est théoriquement gagnante. Si le concept de forteresse vous intéresse, je vous propose de retrouver une seconde vidéo dans laquelle je reviens sur les meilleurs moments d'un de mes derniers streams. Au passage, rien ne vous empêche de nous retrouver chaque samedi à 18h sur ma chaîne Twitch. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter afin de vous tenir au courant de mes dernières activités, vidéos et tournois que j'organise. Et je vous propose du coup de résoudre quelques-unes des positions les plus amusantes de ce dernier stream. A bientôt sur lestrelin.com.